RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir. Alors nous recevrons dans cette deuxième partie François Patriat, sénateur de La République En Marche et proche d'Emmanuel Macron. Mais notre premier invité est Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député de la France Insoumise. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Alors on vient d'écouter le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Alors réformer, refonder l'Europe et des propositions concrètes avec l'Europe de la défense, la création d'une force d'intervention en complément de l'OTAN avec un budget commun, une taxe carbone aux frontières, une généralisation d'une taxe sur les transactions financières pour financer l'aide publique au développement. On l'écoute et on en reparle. Il y a deux pays en Europe qui ont une taxe sur les transactions financières. La France, et je le dis avec d'autant plus d'humilité que c'est un de mes prédécesseurs qui l'a choisi, prenons cette taxe, généralisons-la au niveau de l'Europe, et je suis prêt, je suis même volontaire, pour en donner l'intégralité des ressources à l'aide publique au développement européenne. Voilà, plus la taxation des GAFA, des Google, Amazon, Facebook, Apple. J'imagine que ce n'est pas pour vous déplaire, cette proposition. Non, si on regarde quelques éléments précis du discours d'Emmanuel Macron sur 1h40, on a choisi ça. Vous allez peut-être trouver des choses qui pourraient ne pas me déplaire. Je vous parle d'autres choses. Par exemple, il parle de convergence sociale et fiscale. On se dit, tiens, il va conditionner le reste de la construction européenne à cette convergence qui est absolument indispensable si on veut sortir d'un grand marché unique dans lequel règne un dumping généralisé qui met les peuples en concurrence. Mais sauf que il y a d'une part les choses concrètes qu'il avance, c'est-à-dire l'Europe vécue comme une fin en soi, où la France abandonne sa souveraineté en matière de défense, en matière de marché unique, en matière économique, en matière voire diplomatique, etc. Enfin, toute chose qui peut intéresser à la fois M. Juncker et Mme Merkel. Et puis de l'autre côté, il y a des vœux pieux de ce qu'il faudrait faire. Bon, oui, c'est sa vision. Voilà, après, c'est sa vision. Mais sauf que oui. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'il y a d'un côté le concret et de l'autre côté la vision. Vous savez, les socialistes, pendant 30 ans, nous ont vendu l'idée d'une construction européenne qui était une fin en soi nécessaire à avancer, et puis un jour, on verrait l'Europe sociale. On n'a jamais vu l'Europe sociale, y compris quand ils ont tous gouverné les pays européens, et quelque part, c'est à nouveau ce que nous dit aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il nous dit il faut une intégration plus forte de la zone euro, c'est-à-dire d'une Europe de l'argent. Bon. Il ne dit pas qu'il conditionne ça, par exemple, par le fait de revoir la politique européenne en manière monétaire. Est-ce que c'est un euro qui sert encore une fois à une politique monétariste, à une politique d'austérité, qui répond aux intérêts des rentiers allemands, mais pas de l'économie française? Bon, ça, il ne le dit pas. Et pour cause, ce que je crains, c'est que le projet d'Emmanuel Macron soit une intégration européenne pour l'intégration et qui, pour le coup, fasse que la France abandonne des pans entiers de sa souveraineté sans pour autant qu'il y ait le moindre progrès pour les peuples européens. Voilà ce que je crois qui est sur table aujourd'hui. Ce discours, alors qu'on a vu Angela Merkel affaiblie au terme de sa 4e réélection, est-ce qu'il devait se tenir là? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'en quelque sorte, Emmanuel Macron, il prend une sorte de leadership politique de l'Europe au moment où la chancelière allemande est affaiblie? C'était le jour où Alstom est vendu à Siemens, en tout cas pas sous domination allemande d'une des grandes entreprises allemandes. L'aspect ferroviaire. Oui, enfin, l'aspect ferroviaire, mais le reste a été vendu aux Américains il y a 2 ans. Et c'était les éoliennes marines qui sont absolument fondamentales pour la transition écologique. Restons sur le contexte politique. Si je mets les deux en parallèle, ça montre bien que d'un côté, il y a les mots, et puis d'un côté, il y a la réalité. Bon, et la réalité, c'est que depuis des années, nos gouvernements laissent une Europe se faire sous domination, non pas allemande, mais des possédants allemands, d'une politique qui correspond, j'allais dire, au capitalisme allemand, pour aller vite, aux intérêts du capitalisme allemand, qui est basé sur une politique d'exportation, sur un euro fort, etc. Bien. Donc, c'est ça aujourd'hui que Emmanuel Macron nous refait. Donc, moi, je ne crois aucunement que par ses déclarations, il prendrait un leadership. En réalité, dans les mesures concrètes, il avance des choses qui peuvent tout à fait intéresser Mme Merkel, qui d'ailleurs
n'est pas si affaiblie que ça, parce que certes, elle a un pourcentage, elle a perdu un peu de pourcentage, mais enfin, elle va être chancelière pour la 4e fois, et ceux qui sont encore plus affaiblis qu'elle, c'est ceux qui, théoriquement, devraient représenter une alternative, mais qui ne sont plus capables de représenter une alternative nulle part, c'est-à-dire les sociaux-démocrates allemands. Donc moi, je ne trouve pas aujourd'hui que le discours d'Emmanuel Macron soit celui d'un leadership. Mais si on veut revenir à l'Allemagne 5 minutes, donc c'est la fin, vous l'avez dit, de la coalition avec les sociaux-démocrates, mais cette victoire est tout de même amère, parce qu'elle devra sans doute travailler avec les libéraux, et puis surtout l'AfD, c'est-à-dire l'extrême droite qui est rentrée au Bundestag, et ça c'est quand même historique. Donc il y a un glissement de l'Allemagne, c'est quand même nouveau. Est-ce que vous vous dites pas, aujourd'hui, vaut peut-être mieux une Angela Merkel qui soit un garde-fou, et plutôt qu'un nationalisme qui se mette à grandir et à glisser dangereusement? C'est-à-dire que, là, vous me parlez de la politique intérieure allemande, qui est certes intéressante, bien sûr. Oui, mais avant tout, moi, ce que je constate, c'est... regarde... L'Allemagne va peut-être... l'Europe va peut-être se construire au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'instant, elle se construit sur les intérêts allemands. D'accord ? C'est ce qui se passe. Est-ce que ça va changer ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon. Or, une partie du discours d'Emmanuel Macron est de nous dire qu'en réalité, les deux économies, y compris même en termes d'impôts, en termes de fiscalité, en termes de structurel, doivent de plus en plus converger. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pensez que ça veut dire que le modèle allemand va aller vers le modèle français ? Par exemple, que le modèle contractuel allemand va évoluer vers le modèle français qui, jusqu'à maintenant, faisait prédominer la loi sur l'accord d'entreprise. Vous voyez bien que c'est l'inverse de ce qui est en train de se passer. Vous voulez pas me parler de l'Allemagne, de ce qui se passe avec la montée de l'extrême droite? Il y a une montée de l'extrême droite. Bien sûr qu'il y a une montée de l'extrême droite. Je vous remarquez que... C'est un peu le cadre du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Est à 21%. D'accord. Donc, moi, ce que je constate en Allemagne pour l'instant, dans ce qui va être la politique allemande, c'est que Mme Merkel ne va pas changer d'un iota sa politique. Ce n'est pas l'alliance avec les libéraux parce qu'elle ne va pas s'allier avec l'extrême droite. Ça, l'extrême droite fait rentrer son Parlement. Mais l'alliance avec les libéraux et les Verts allemands, qui manifestement ne sont pas gênés pour gouverner avec la CDU, cette politique-là ne va pas changer. Elle va encore plus, d'ailleurs, quelque part, essayer de répondre aux intérêts économiques allemands, et à commencer par celle de leur président. Vous demandez plus d'austérité si c'est les libéraux ? Plus d'exigences. Bien sûr, elle va plus que jamais demander, par exemple, les exigences d'un euro fort. Pourquoi ? Parce que l'euro fort lui permet de continuer à faire la politique d'exportation sur laquelle s'est basé le mieux-être économique allemand, en tout cas le rebond économique après le début des années 2000 qui a été catastrophique pour eux. Donc, mais c'est pas l'économie et c'est pas la politique qui convient à un pays jeune comme la France, qui a besoin d'une relance d'activité. Et la preuve de ça, c'est que vous avez vu que les chiffres du chômage pour le 2e mois consécutif continuent à augmenter en France. Ça veut dire en gros, Éric Coquerel, que toute l'ambition européenne, là, au terme de ce vibrant discours du président, ce sont des vœux pieux ? Il y a d'un côté des mesures très concrètes qui nous inquiètent. Oui. Perte de souveraineté sur la défense, c'est quand même pas rien. Je vous rappelle vous a entendu. Voilà, nous sommes la puissance nucléaire. Mais sur la solidarité, par exemple, que le président a dit sur la question militaire, sur la question du grand marché unique, là par contre, il va vers plus d'intégration. Donc c'est l'Europe du fric, quoi. Disons-le clairement. Et le reste, je dis que c'est des vœux pieux. C'est des vœux pieux. La transaction financière dont il parle, ça fait des années qu'on nous en parle. Où a-t-elle avancé ? À quel endroit a-t-elle avancé ? La convergence sociale et fiscale, où a-t-elle avancé ? La seule façon de faire avancer les choses, ça serait de dire, nous, la France, on est d'accord éventuellement pour plus d'intégration, pourquoi pas ? Mais les conditions, c'est l'harmonisation sociale et fiscale. C'est une méthode de speak européen. Tout ça, il en parle, mais il en fait absolument pas une condition. Sur les travailleurs détachés, il a été clair quand même. Sur les travailleurs détachés, il a dit deux choses. La première chose, c'est qu'il parle de réforme des travailleurs détachés. Je vous rappelle ce que ça veut dire dans sa bouche. C'est le fait qu'au lieu de passer de contrat de 3 ans, on passerait de contrat d'1 an. Donc on changerait tous les ans de travailleurs détachés. Je ne vois pas le progrès fantastique que cela suppose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il faudrait faire. Nous, ce qu'on ferait, on dirait, on désobéit à la directive des travailleurs détachés. Ouais. On n'y obéit plus. Et on regarde ce qui se passe en Europe, je vous assure que la plupart des pays européens seraient satisfaits de la position de la France. Et à partir de là, vous établissez un rapport de force. Vous ne quémandez pas le fait que les autres pays européens acceptent quelque chose qui est devenu insupportable pour tout, et qui mine en plus l'adhésion à l'Europe parce que ça construit un dumping absolument intolérable. Alors, vous le disiez, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, donc Alstom et Siemens vont se fusionner. Donc Alstom, le champion français du ferroviaire. Siemens, allemand, devrait avoir 50% des parts. Le reste, c'est pour l'État français et Alstom. Est-ce que vous ne dites pas, dans le fond, que c'est pas plus mal que les Allemands viennent investir en France ? Ah non, je ne dis pas ça et je pense qu'il faudrait tout de suite
convoquer une commission parlementaire pour étudier ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Vous avez vu qu'un documentaire, je ne vais pas citer la chaîne parce que c'est une chaîne concurrente. Vous allez la réclamer, cette commission? Oui, on la réclame. Oui, vous la voilà. réclamez. Il faut une commission parlementaire parce que Alstom, c'est une histoire qui n'est pas aujourd'hui. Il y a 2 ans, on a bradé le secteur donc, des éoliens marins qui est absolument fondamental si on veut prendre la transition écologique au sérieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de fabricants français d'éoliennes marines en France. Premier problème. Ça a été fait en disant on va créer 1000 emplois. On les a perdus. Donc, hop, déjà, Alstom dépecé pour l'intérêt de General Electric, pas l'intérêt de l'économie française. Deuxième chose, maintenant, c'est le TGV. Et on nous annonce qu'en réalité, nous allons passer sous domination allemande, puisque la majorité des actionnaires seront allemands. Avec et des garanties, là, en l'occurrence, je ne condamne pas l'Allemagne de faire ça. Madame Merkel, là, pour le coup, défend les intérêts de son industrie. Ce que je condamne, c'est que nos gouvernements, depuis des années, laissent brader un fleuron de l'industrie française et qui est en plus indispensable stratégiquement. C'est du bradage, selon Bien sûr, vous. c'est du bradage, oui. Mais, Comme Alcatel l'a été, et comme peut-être demain, j'espère me tromper, mais je redoute les annonces sur STX, le chantier STX, avec demain C'est demain. Voilà, Mais est-ce que c'est pas moins dangereux les Allemands que les Chinois? Ah bah pourquoi? Parce que là, il y a la concurrence chinoise. Pourquoi, est-ce que si on n'est pas plus fort, non, mais les Chinois veulent regardez. acheter Alstom? J'ai pas compris Non, ça. mais face aux Chinois. D'accord, il y a une concurrence chinoise. Enfin, est-ce qu'au nom de la concurrence chinoise, au nom de la concurrence chinoise, il faudrait pour ça faire en sorte que nous n'ayons plus aucun fleuron industriel en France? Pas évidemment que non. Là, tout le problème, on en revient aux discussions du début, c'est que tout le problème, on nous vend ça comme plus d'intégration européenne. Or, dans l'Europe, les nations continuent d'exister, avec des intérêts à certains moments divergents, ou en tout cas qui ne sont pas forcément les mêmes. La nation allemande, l'État allemand défend, y compris même d'ailleurs une appropriation nationale du capital plus important qu'il n'est en France. Bon, on défend son économie sur des critères qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, et il faudrait un jour comprendre ça pour arrêter cette espèce de vision angélique qui permet que l'industrie allemande continue à tourner pendant que l'industrie française est en train de péricliter. Peut-être une autre question, je ne sais pas si Véronique, je voulais rester un instant là-dessus. Vous faites, la France Insoumise, une critique juste du capitalisme, puisque voilà, vous dites que le capitalisme est rude, ce qui est la vérité. En revanche, on a l'impression que vous n'avez pas réellement les solutions, ou alors que les solutions sont des vieilles solutions, comme les nationalisations. On a nationalisé la sidérurgie et on a vu ce que ça avait donné. Donc on n'a pas l'impression que vous donniez des solutions qui peuvent marcher. Ce qui est vieux, c'est la politique qui, depuis 30 ans, consiste à dire que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Vous savez, c'est le théorème de Schmitt, c'est la décade des 80. C'est ce que d'ailleurs veut faire à nouveau M. Le Maire, qui a quasiment mis cette citation en exergue de sa politique annoncée demain avec le PLFSS. Bien. Donc cette politique-là est vieille. C'est celle des ultralibéraux, de Thatcher, de Reagan. Ça a 30 ans. Elle échoue à peu près partout dans le monde. Nous avons un projet alternatif. Grossièrement, il est connu. C'est une relance keynésienne de l'activité qui mise sur le fait que le problème n'est pas l'offre, mais la demande. Le tout avec quelque chose là, par contre, profondément nouveau, qui est la question de la planification. Non, ça ne s'est pas appliqué, ce n'est plus appliqué depuis 30 ans. C'est une politique qui a été battue en brèche par les libéraux, partout, dans tous les États. Par contre, ce que nous disons nouveau, c'est que le premier intérêt général de l'humanité est menacé. C'est celui de pouvoir continuer à respirer sur notre planète ou à y vivre de manière à peu près supportable à cause du changement climatique, ce qui induit tourner toute l'économie vers la question de critères écologiques. Et c'est pour ça que nous proposons, par exemple, une planification écologique de l'économie qu'on retrouve dans notre programme, notre programme L'Humain d'abord. Donc ça, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas de projet. On a un projet, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est un projet qui existe et qui, en tout cas, me paraît au moins aussi réaliste et crédible, et en tout cas plus juste et plus économe pour l'humanité que le projet qui sévit aujourd'hui dans le pays. En attendant, vous poursuivez votre lutte contre les ordonnances réformant le Code du travail. La démonstration était réussie, celle de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier. Il y avait du monde autour de votre patron de groupe à Paris. Et maintenant, que se passe-t-il? On a vu bien que les manifestations de routiers avaient un peu du mal à embrayer. Est-ce que là, vous butez pas sur un vrai problème? On ne sent pas, comme vous le souhaitez, s'agréger les mouvements de contestation contre le gouvernement. Il y a un constat. C'était le pari, hein? Oui, bien compris, il y a un constat. D'abord, c'était une manifestation réussie.
Je l'ai dit. Vous l'avez dit. Il y a eu 30 000 selon la police, non, 150 000 selon vous. Alors. 30 000 dans le cortège selon la police, 150 000 150 000 dans les manifestations politiques, et a fait une déclaration alambiquée sur des ordres qu'ils ont venus je ne sais d'où pour dire qu'il n'y a pas de comptage, mais qu'ils avaient fait une estimation. Bon, enfin, tout ça ne veut rien dire. Et quiconque a été sur place constate que ça a été un très gros succès. Ça, c'est la certitude. Donc, moi, ce que je crois, c'est que il y a un refus de la politique d'Emmanuel Macron, je pense qu'il est majoritaire de ce qu'on ressent dans la société, de ce qui nous est traduit. Il n'y a pas plus d'acceptation de sa loi travail qu'il prépare que celle de la loi El Khomri. Je vous rappelle que les Français sont restés majoritairement opposés. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que tout ça peut se mettre en mouvement? Là, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est pas si simple parce que les gens se disent on n'a pas réussi à battre Sarkozy sur les retraites, on n'a pas réussi à battre François Hollande sur la loi El Khomri. Qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci? Donc, d'où la proposition que nous avons faite. C'est-à-dire que chacun, j'allais dire, avec ses caractéristiques, doit effectivement mener bataille. Les syndicats mènent bataille. J'ai appris avec satisfaction aujourd'hui que la CFE-CGC est en train de faire une des propositions d'action communes à la CGT, à Solidaire et FSU. Donc, on voit bien que le front syndical peut s'élargir. Ça, c'est une très bonne nouvelle, et parce qu'ils ont des actions propres. Et nous, en tant que mouvement politique capable de mobiliser, on a fait effectivement une proposition, y compris d'ailleurs derrière les syndicats, puisqu'on n'est pas en concurrence, au contraire, qui serait, pourquoi pas, d'imaginer, au moment où la loi va revenir à l'Assemblée vers le fin novembre, a priori, une très très grande manifestation, monstre, qui permettrait de personnes sur les Champs-Élysées, qui permettrait de faire pourquoi converger ça marcherait là et masses. pourquoi ça n'a pas moins marché là Parce que justement, l'idée, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour réaliser cette manifestation, et que nous avons bien conscience que nous avons une très grande capacité de mobilisation, d'autant plus que vous avez vu d'autres politiques nous ont rejoints. Je pense à Olivier Besancenot, à Benoît Hamon. Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, puisque les ordonnances sont là, et c'est un cercle vertueux, en quelque sorte. S'il arrive à faire passer les ordonnances, le reste des réformes risque de passer aussi. Voilà, vous êtes une excellente propagandiste de notre cause, parce que, comme vous l'avez dit, s'il réussit à faire passer les ordonnances, tout le reste vient, c'est-à-dire, il y a déjà un budget d'austérité absolument terrible qui arrive, mais après ça, on nous annonce des réformes du chômage, des réformes des retraites, des réformes des cotisations sociales fiscalisées qui sont la destruction totale du système social français. Donc, il faut les stopper. Et non, non, c'est pas trop tard. Je vous rappelle que le CPE avait été promulgué, adopté, promulgué, avant que Dominique Villepin soit obligé de le... C'est vrai, mais il n'y avait pas eu de concertation avant, comme il y en a eu là quand même pendant 3 mois. Les syndicats ne disent pas qu'il y a eu concertation, écoutez-les. 3 mois quand même. En attendant le million de Français ou pas, fin novembre sur les Champs-Élysées, est-ce que l'âpreté de la lutte, là c'est un vrai bras de fer qui est engagé entre votre parti, entre autres, et le gouvernement justifie tous les propos. On a beaucoup entendu cette petite phrase dans le discours de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre avec cette référence qualifiée de douteuse aux nazis. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Personne n'avait jamais parlé au peuple français de cette façon. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Voilà la rue. La rue qui a abattu les rois et qui a abattu les nazis, mettre sur le même plan les rois, les nazis, Juppé, le CPE. Est-ce que c'est pas quand même ce qu'on appelle un gros dérapage, à tout le moins historique, Éric Coquerel? Écoutez, ce qui est bizarre, c'est que tous les gens... Ouais. Allez-y, finissez votre question. Et est-ce qu'on va poursuivre dans cette violence verbale? Voilà. Donc, tous les gens qui ont écouté le discours, y compris vos confrères présents, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas tous... Des partisans de la France insoumise. Ils ne sont pas tous mélenchonistes. Non, personne n'a entendu ça. Personne n'a entendu sur place. Et y compris, je vous ai tout à l'heure donné une anecdote, je vais la répéter, ce sont des confrères à vous. Vous voulez dire que ça a été sorti du Conseil? On l'a bien, sûr, on l'a bien entendu. Ce sont des confrères à vous qui nous ont dit, je ne vais pas citer leur nom, je pense que je leur attirerai des problèmes, qui nous disent, c'est étonnant, c'est nos rédactions qui nous appellent maintenant, 3 heures après le meeting, pour nous dire, là, il faut monter cette question en épingle, etc., et en faire l'événement de la journée, ce qui permettait de moins parler de la réussite de la marche, à ce moment-là, et de moins parler aussi des propositions que nous avons faites. Bon, donc, je vous le dis tout de go, je pense qu'il y a eu un travail très construit. Moi, j'ai repéré des tweets en même temps de Castaner, de Ferrand, de Valls. J'ai vu une évolution des rédactions au niveau des sujets qui sont passés à la soirée, sur un sujet
qui, sur place, n'a absolument pas été en deux mots, il n'y a pas de dérapage, vous ne sentez pas le dérapage. On peut mettre sur le même plan les nazis, le CPE et Alain Juppé. Il n'a pas mis sur le plan tout ça, etc. C'est pas vrai. Si. Il n'a pas mis sur le même plan le nazisme et Alain Juppé. Ne dites pas ce genre de choses, parce que là, du coup, vous reprenez ce que vous dénonciez tout à l'heure. Il n'a pas dit ça. Il a simplement dit une chose. Mais tout le monde a raconté un peu n'importe quoi. Il a juste dit une chose. Macron avait dit la rue, c'est pas la démocratie. Nous, on dit que la rue fait partie de la démocratie. Elle n'est pas seulement. Et que dans l'histoire de France, il y a eu des grands moments où le peuple a su se mobiliser et que la démocratie était de son côté. Voilà, c'est la fin. Ouais. On terminera. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique avec Éric Coquerel. Après les infos, nous accueillerons le sénateur François Patriat. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur France 24, l'actualité à 18h30, heure de Paris. Il aura fallu attendre plus de 4 mois après son entrée à l'Elysée et la reconduction désormais assurée d'Angela Merkel, sa partenaire à la tête de l'Allemagne. Emmanuel Macron a donc livré aujourd'hui sa vision de l'Europe. Et pour l'occasion, il ne s'est pas contenté de livrer un plaidoyer pour l'intégration, il a donné aussi ses moyens pour y parvenir, notamment avec une force d'intégration commune, embryon d'Europe de la défense, un alignement entre les pays de l'impôt sur les sociétés ou encore un budget commun de la zone euro. Écoutez. Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale. Alors prenons le problème dans le bon sens. Si l'euro a vocation à devenir la monnaie de tous les États de l'Union, lorsqu'ils remplissent les critères, construisons sans tarder une zone euro forte, efficace, solidaire, et cette puissance bénéficiera demain à tous ceux qui la rejoindront. Voilà un discours qualifié de très européen par le président de la Commission européenne, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Toujours pas de résultat officiel au Kurdistan irakien après le référendum d'hier, mais le oui à l'indépendance devrait l'emporter très largement, d'autant que la participation annoncée est forte. Près de 3 électeurs sur 4 ont fait le déplacement. Malgré le rejet de la consultation par le pouvoir central, Bagdad a ordonné le déploiement de l'armée dans les zones disputées avec Erbil. On fait le point dans ce qui est encore la capitale de la province autonome du Kurdistan irakien avec Oriane Verdier. Au lendemain du référendum, la vie a repris normalement ici dans l'attente des résultats. Chacun vaque à ses occupations. Les habitants d'Erbil refusent de se laisser inquiéter par les menaces de la Turquie, de l'Iran et de Bagdad. Ce référendum est comme un missile de vengeance de la nation kurde contre les dictateurs racistes et arabes de Bagdad. Vous avez peur? De quoi aurais-je peur? L'Irak a déjà tout essayé contre nous. S'ils ferment la frontière, ce sont eux qui y perdront. Toute la marchandise turque qui passe par là va vers Bagdad. Les résultats officiels devraient être annoncés ce soir ou demain au plus tard, mais il n'y a pas beaucoup de suspense. Le oui pour l'indépendance devrait l'emporter. Une question subsiste par contre, que va-t-il se passer après face aux tensions croissantes entre Erbil et Bagdad? L'escalade se poursuit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Dans un tweet publié dans la matinée, Donald Trump accuse Pyongyang d'avoir torturé au-delà de l'imaginable, dit-il, l'étudiant américain Otto Warmbier, décédé en juin de cette année, une semaine seulement après avoir été rapatrié de Corée du Nord dans un profond coma. La Chine et la Russie renouvellent leur mise en garde contre tout issue militaire à la crise, aux conséquences, disent-elles, potentiellement catastrophiques. Et puis une nouvelle chaîne émet désormais dans le paysage audiovisuel international, France 24 en espagnol, lancée aujourd'hui même depuis nos studios à Bogota. Elle est destinée à 350 millions de foyers à travers le monde. Voilà, retour à présent à Mardi Politique. L'invité de la deuxième partie face à Roselyne Febvre et Véronique Rigoulès, c'est François Patriat, le président du groupe La République En Marche au Sénat.